Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de PU Décrypte. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour Clément Pernia, à comment, Grande Palnia. comment vas-tu? Bon, ça va très très bien. Très Regarde, bien. je suis aux couleurs du Qatar. C'est vrai, mais justement on va en parler du Qatar, puisque ces derniers jours, ces dernières heures, certains journaux, certains médias parlent, au relais en tout cas, une possible volonté, un possible désintérêt du Qatar envers le PSG, une possible intérêt pour la vente du PSG, ce qui dans les faits est peu plausible Jean-Baptiste. On peut dire aujourd'hui, et c'est ce dont on va parler, que le PSG n'est pas à vendre. Bah, aujourd'hui, le PSG est d'autant moins à vendre que cette information elle revient de manière récurrente depuis que le Qatar est arrivé et depuis que Messi est parti. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est une sorte de marronnier. Dès que les feuilles tombent, et là en l'occurrence il y en a quasiment plus sur les arbres, bah, il y a toujours la même idée, c'est que le PSG va être vendu, il faut vendre le PSG. On en a parlé quand Arctros a pris une part du club. Là, il n'y a pas de star, donc tout de suite, le Qatar se désengage et s'en va. Il faut nuancer. Le Qatar aujourd'hui n'est pas vendeur et surtout, il n'est pas vendeur du club dans sa totalité. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. T'as bien fait d'en parler. Le PSG aujourd'hui n'est plus à 100% détenu par QSI, hein, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, on a un fonds d'investissement spécialisé dans tout ce qui était bien sportif et immobilier, Cartros, qui a pris pour plus de 10% du capital du club. Je crois qu'il l'a valorisé à hauteur de 500 millions. Ce qui rapportait, enfin ce qui valorisait le club à plus de 4 milliards 2, 4 milliards 3. Et donc l'objectif c'était d'aider le PSG à se développer, notamment en termes d'infrastructure. Trois petits points, le fameux grand stade qui aura peut-être lieu un jour en dehors Oui, d'ailleurs, de Paris. apparemment, cet actionnaire pousse hein, pour ça. Alors il pousse pour ça parce qu'il y a intérêt aussi. Et puis ça augmenterait la valeur de l'actif PSG. Mais pour l'instant, cette ouverture, alors elle s'arrêtera peut-être pas à Arctros, hein, ça serait pas fou de voir d'autres acteurs entrer. Mais aujourd'hui, le Qatar en soi n'a aucun intérêt à vendre l'actif PSG, a fortiori dans le marché actuel. Quand on regarde, les droits télé sont au plus bas. On n'a pas d'actifs joueurs. On a derrière des performances européennes qui vont être au mieux très moyennes, voire catastrophiques s'il y a élimination. Ça serait le pire moment pour vendre. Ça serait la pire saison en termes de résultats du PSG. On ne vend jamais un actif au moment du plancher le plus bas. Et puis il y a une deuxième question. C'est que pour vendre, il faut qu'il y ait un acheteur. Alors un marché pour les clubs, il y en a. Mais là, on parle d'un des clubs qui a la rentabilité par spectateur la plus élevée d'Europe, qui va générer, qui a battu son record d'ailleurs de chiffre d'affaires. On a plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le PSG. Et donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui mette plus de 4 milliards sur la table. Aujourd'hui, on voit à quel point c'est difficile pour les clubs anglais de trouver des actionnaires. Aujourd'hui, le seul acteur qui pourrait arriver, c'est soit un milliardaire américain, soit un fonds d'investissement de très haut niveau, mais qui ne viendrait pas pour tout prendre, qui viendrait pour autre chose. Et puis il y a un autre souci, c'est que le véritable acheteur potentiel d'un club comme le PSG en France, ce serait l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité non plus. Si on replace ça dans un contexte finalement plus large, qui correspond au marché du football aujourd'hui, ça n'a pas de sens de vendre le PSG là. Ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas non plus de clients potentiels susceptibles de mettre la somme en face. Et puis, il y a une dernière chose, c'est le PFC. C'est-à-dire qu'à partir du moment où LVMH est entré au capital du PFC et a un vrai projet concurrent, la valeur de ton club mécaniquement, elle va être affectée parce que tu as de la concurrence supplémentaire. Et puis très honnêtement, s'ils avaient eu l'envie de vendre, ils auraient contacté Bernard Arnault, ils ont écoute, on a une super offre à te proposer. Tout est déjà prêt, tu as juste à arriver, tu poses tes valises et hop, ça tombe bien, c'est Accor qui gère, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on sait à combien est valorisé le PSG aujourd'hui ou pas trop? Aujourd'hui, la valorisation du PSG, elle est liée d'abord à son chiffre d'affaires, donc on multiplie le chiffre d'affaires, mais globalement, on va se référer à ce que le PSG dit de lui-même. Le PSG aujourd'hui, il se valorise lui-même à 4,3 milliards pour une raison très simple. Si on prend la part d'Actros valorisée à 500 millions, on augmente mécaniquement à 100 et donc ça donne la valeur. Cette valeur, elle est un peu surestimée. Quand on regarde le classement Brand Finance, le PSG est à moins de 2 milliards et on est sur une valorisation qui correspond à ce que représente la marque PSG. Maintenant, il y a l'actif de Poissy qui doit rentrer en ligne de compte. Donc globalement, s'il y a une valeur au PSG, d'abord c'est ce que l'acheteur potentiel est prêt à mettre. Ensuite, c'est ce que le vendeur est prêt à accepter comme offre. Et puis surtout, il y a ça, ce que ça représente. Donc la valeur, elle serait entre, allez, 1,3, 1,4 milliards, c'est vraiment une estimation très très basse, et 4 milliards 3 à 4 milliards 5, qui serait la valeur qui correspondrait à un PSG qui se qualifie en Ligue des Champions
de manière digne. Le PSG n'est pas à vendre, tu nous dis. En revanche, une ouverture du capital, notamment à des fonds américains, ça c'est possible. On en parlait déjà avant qu'Arthros ne rentre, hein. Je me souviens d'un live avec Mousse par exemple, où on en parlait justement en disant ça n'est pas inenvisageable. C'est-à-dire que le Qatar n'a pas vocation à être le seul acteur. Puis de toute façon, ça leur va très bien d'avoir des acteurs minoritaires qui ont des compétences qu'ils n'ont pas. Pour une raison très simple, c'est que derrière, ils sont censés apporter d'autres potentiels finalement à la marque PSG, l'aider à se développer. Et puis surtout, le Qatar aujourd'hui, même en réduisant sa part dans le capital, reste majoritaire, donc c'est lui qui décide. Il se sert toujours du Parc des Princes comme la première ambassade du pays. Et la corbeille offre en termes d'influence quelque chose d'unique à Paris. C'est l'endroit avec Roland-Garros où on signe le plus de contrats. Quel serait l'intérêt du Qatar de se désengager? Ça voudrait dire qu'il y a une brouille diplomatique? C'est pas ce qu'on a vu. On a vu que le Qatar avait été reçu notamment en Angleterre en grande pompe. Est-ce qu'il y a la perspective pour le Qatar d'investir ailleurs? Peut-être, mais aujourd'hui il y a quel club sur le marché? Bon. Donc tout ça, il faut relativiser. Qu'il y ait d'autres actionnaires, c'est pas improbable, c'est pas impossible et ça serait même très intelligent. Ça augmenterait la valeur du PSG, ça lui permettrait de toucher éventuellement d'autres marchés. Et ça, c'est pas inenvisageable. Maintenant, dire, comme on a pu le lire à certains endroits ou l'entendre, que le Qatar était prêt à vendre, comme on nous l'a fait des dizaines de fois depuis, c'est pas raisonnable. Bon, les arguments de ceux qui disent que le PSG est à vendre, que le Qatar veut vendre, c'est Coupe du Monde terminée, intérêt pour d'autres choses, la F1 par exemple. Est-ce que ça, malgré tout, est-ce qu'on peut quand même parler de désintérêt ou non, c'est juste une manière de recentrer le projet ou une manière de l'aborder différemment? Alors, il faut regarder d'abord le propriétaire du PSG, qui est QSI, Qatar Sports Investments, a investi dans Audi. Donc, potentiellement, ça en ferait une équipe de Formule 1 qui serait celle avec le plus de moyens disponibles sur le plateau. La F1, l'avantage, c'est que c'est global, c'est que c'est mondial. Ça a du sens quand on est un pays qui vend de l'énergie, que ce soit vis-à-vis de ses rivaux, je pense à l'Arabie Saoudite, mais que ce soit plus globalement, aujourd'hui, le feuilleton de la F1, il a du sens. Maintenant, l'un n'exclut pas l'autre. Et là, il faut raisonner avec un portfolio, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme actif dans ma manche? Je suis QSI, j'ai quoi? J'ai le paddle, parce qu'aujourd'hui, le premier tournoi mondial de paddle, il est drivé par Nasser El Khelaifi, mais il est lié aussi joueur de paddle assidu d'ailleurs, comme toi d'ailleurs. Comme moi d'ailleurs, voilà. on a à peu près le même niveau, je trouve. Voilà. Ouais. Sauf que tu as peut-être un peu moins de moyens, toi. Ouais. Mais cela ne saurait tarder. Oui. C'est grâce à vous. Et à côté de ça, on a à côté du paddle une diversification. On a vu le Qatar investir, notamment dans des franchises américaines de sport. Ce que le Qatar n'avait jamais fait. Ce qu'aucun pays du Golfe n'avait fait, en dehors de l'Arabie Saoudite, avec le circuit de golf, le PGA, qui a été fusionné avec le LIV. Ce qu'on voit clairement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, QSI diversifie ses actifs, ce qui est rationnel, a peut-être envie aussi de moins dépenser. Aujourd'hui, on sait que les sponsors qatariens investissent globalement dans le PSG plus d'une centaine de millions. On peut au moins aller jusqu'à 150 millions d'euros liés à du sponsoring direct ou indirect. Aujourd'hui, que cette enveloppe-là diminue, il n'y a rien de choquant. Aujourd'hui, le PSG reste finalement avec des sponsors qatariens, mais est capable d'aller générer du chiffre, alors qu'il n'y a plus de stars, alors que les performances sur le terrain sont peut-être moins enthousiasmantes et qu'il y a moins de battage médiatique. Maintenant, Nasser El Khelaifi, qui reste le président du PSG, est à la tête de l'ECA, c'est l'association des clubs européens. Il fait la promotion et il l'a encore refait là dernièrement de la Coupe du Monde des clubs. Or, le seul club français qui y va, c'est le PSG. Le seul club avec des actifs qatariens, c'est le PSG. Donc aucun intérêt à se sortir de ça. Et ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que derrière, cette stratégie du Qatar, elle s'ouvre, qu'on n'ait peut-être plus forcément les sommes déraisonnables qu'on avait pu voir se déverser avant, mais le fait de ne plus avoir la Coupe du Monde comme horizon, ça ne veut pas dire que le Qatar a arrêté complètement d'être ambitieux. Il y a d'autres horizons d'ailleurs. Alors, il y a les Jeux asiatiques, il y a la perspective d'accueillir aussi à son tour la Coupe du Monde des clubs, il y a la perspective aussi derrière, non pas de recandidater sur une Coupe du Monde de foot, mais d'aller potentiellement sur des Jeux Olympiques, alors d'été évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus aléatoire. En attendant, ils veulent rester un acteur du sport, par le sport, dans le sport, et il n'y a pas, en tout cas de manière macroéconomique et de manière géopolitique, de retrait constaté. On a quand même vu un intérêt du Qatar pour Manchester United il y a plusieurs mois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cet intérêt pour d'autres clubs? Est-ce que c'est un message pour le PSG ou pas vraiment? Quand vous voulez maîtriser un écosystème, vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous allez sur les clubs, les fédérations
etc., et vous achetez des actifs, soit vous raisonnez par Horizon. par horizon, et donc vous avez intérêt à acheter plusieurs clubs. C'est un peu ce qu'ont fait les Émirats Arabes Unis avec le Steve Football Group. L'idée, c'est d'avoir plusieurs clubs qui fonctionnent, la fameuse MCO. On a tous pensé que ça pourrait être une solution pour le PSG. Là, en l'occurrence, le Qatar n'a pas réellement réussi à le faire, c'est-à-dire à part le Club du Prince et à part Eupen en Belgique, une partie de Boavista, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Non, c'est Braga. Avec le portugais. Ouais, c'est Braga. On aurait pu avoir cet embryon-là, mais le PSG n'a jamais passé le cap. Et QSI non plus. Aujourd'hui, il y aurait un intérêt éventuellement, on a parlé de Leeds aussi à une époque. Il n'y avait pas eu Malaga? Alors, Malaga, c'était lié au fait que l'ancien propriétaire de C'était un Malaga cousin de Nasser. était un Qatarien, Un cousin des miens. voilà, Ouais. qui avait plus de fonds, et l'idée c'était d'éviter que ça affecte la réputation de l'Émirat. Dans les faits, ça serait pas fou non plus de voir d'autres clubs associés au PSG. Ça serait même particulièrement intelligent. Si quelqu'un comme Textor arrive à le faire, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique, la volonté de structurer. On peut pas, comme certains, critiquer la MCO et puis en construire une derrière. Donc, il faudrait être cohérent aussi. De toute façon, à l'heure actuelle, même si le capital du PSG s'ouvrait, il n'y aurait pas de vente dans l'immédiat. Et puis, j'ai envie de dire que même si ça se produisait, si on est rationnel, on a survécu à Colonie Capital, on a survécu au départ de Canal, on a survécu à un moment où, lorsque Canal est arrivé, les finances du PSG, sous l'ère Borelli, étaient dans une situation extrêmement dramatique. On a survécu à tout ça. Et ben, il y aurait un autre PSG. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Le dire, c'est soit pas comprendre l'écosystème. Il y a beaucoup de papiers, quand on les lit, on se dit franchement, les gars, allez faire 2 ou 3 années d'études dans des écoles de commerce, allez voir vraiment des experts ou des formateurs, et on vous expliquera que ce que vous racontez, c'est pas forcément très intelligent. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, imaginez le buzz négatif. Une vente, ça donnerait quoi? C'est le Qatar s'en va, le Qatar a échoué, pas de Ligue des Champions, c'est la perte d'influence. Tout le monde regarderait le Qatar avec le même regard que celui qu'il avait à subir en 2010. C'est-à-dire, on le voyait comme un acteur hostile, prédateur. Là, on le verrait en plus en situation d'échec. Ça serait contre-productif pour la stratégie d'influence du pays, mais ça serait contre-productif aussi pour la capacité de Nasser El-Khelaifi à valoriser les intérêts du Qatar. Aucun intérêt à y aller. Surtout pour un montant aussi ridicule, je parle de l'État du Qatar, 150 millions d'euros par saison, même 200, même 300 millions. Mais c'est largement rentable, surtout dans le contexte du Golfe actuel. Dernière question, est-ce que la situation politique française aujourd'hui peut influer d'une certaine manière sur la vision sportive et la vision à Paris du Qatar? Je pense à une instabilité chronique qui durerait jusqu'à 2027, ou à une situation financière qui se dégrade avec une hausse des impôts, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer ou pas du tout? Ça dépasse largement cet enjeu-là Alors, il y a de toute façon une relation stratégique claire et ferme entre le Qatar et Paris. Parfois, il peut y avoir des dissensions comme à chaque fois. Mais D'ailleurs, entre... je te coupe 2 secondes, mais le président de la République est actuellement avec Ben Salman, était en Arabie Saoudite. était en Arabie Saoudite, qui est un rival à ce niveau-là du Qatar, ou qui est un concurrent. Qui est plus un concurrent qu'un rival, qui l'est nettement moins depuis la fin de la crise du Golfe. Mais si on regarde ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut se dire? L'instabilité, ça n'a jamais été une chose idéale. C'est-à-dire que, de toute façon, si l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027, ou l'extrême gauche, ça va poser un problème, puisque le Qatar sera regardé de manière idéologique et pas de manière pragmatique et politique. Après, la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, la relation avec l'État français, avec la présidence, est plutôt bonne. Dire qu'elle est exceptionnelle et excellente, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, on l'a vu lors de la visite d'État de l'émir Tamim Al-Thani à Paris. À l'occasion, justement, on a pu voir Nasser El-Khelaifi, Kylian Mbappé être présent. Il y a une vraie volonté de raconter une histoire commune. Et cette histoire commune, elle représente aussi un intérêt. Le Qatar a aussi besoin de la présence française, comme il a besoin des Anglais, des Allemands et des Américains. Aujourd'hui, se désengager, ça n'aurait pas de sens. Après, est-ce que ça l'inquiète? Évidemment. Et on l'a vu avec la mairie de Paris. Toute la question, par exemple, du stade, elle est éminemment liée à la vie politique, et j'ai envie de dire politicienne parisienne. D'Emmanuel Grégoire qui explique que lui, il est prêt à réenvisager les choses. Maintenant qu'il a été lâché par Hidalgo. Voilà, mais c'est aussi facile, on appelle ça de l'opportunisme. Et puis de l'autre côté, Anne Hidalgo, qui n'est plus candidate, et donc le blocage n'existe plus, il y a de très fortes chances pour que le projet d'un stade à l'extérieur
soit plus. Ce serait d'ailleurs effectivement. intéressant de connaître sur la question du Parc des Princes, mais ça fera l'objet d'une autre émission, l'avis des autres candidats. On parle de Gabriel Attal, de Rachid Dati, voir un peu. Ça pourrait être une On occasion. ne sait pas trop au final ce qu'ils proposent, c'est un peu flou. Donc, Dans les commentaires, vous pouvez éventuellement nous demander, vous nous dire si ça vous intéresse qu'on fasse ça. Éventuellement, on peut aller les voir, ça pourrait être sympa. Ouais. Exactement. Effectivement. Donc voilà. Merci JB pour ce PU Décrypte sur Merci Clément. le fait que le PSG n'est pas à vendre selon notre lecture, nos informations. Et puis voilà, c'était important d'avoir ton expertise aussi sur le sujet. Comme quoi le Qatar n'a pas du tout l'intention, ou en tout cas c'est pas prévu que le Qatar aujourd'hui lâche le PSG. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux PU Décrypte et de nouvelles émissions et contenus sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao.